On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit des producteurs laitiers de la région. Ils vont nous parler des impacts de ce nouvel accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais d'abord, parlons de l'unité de psychiatrie qui vient d'avoir un beau cadeau, 20 000 de belle cause pour la cause, pour un nouvel aménagement, un beau projet du côté de l'hôpital du Haut-Richelieu. À chaque année, vous entendez parler de belles causes pour la cause. Vous connaissez la cause de la santé mentale qui tient à cœur cette entreprise qui est belle, qui est représentée bien sûr un peu partout au Canada. Il y a toujours une journée annuelle où on ramasse des sous, on ramasse des fonds pour belle cause pour la cause. C'est intéressant de voir qu'ici même, dans notre communauté, on bénéficie de ces argents-là. On a dévoilé tout récemment un don de 20 000 à l'unité de santé mentale de l'hôpital du Haut-Richelieu. Pour en parler avec nous, le chef de l'unité, Sylvain Lachance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous tout d'abord comment on fait pour faire affaire avec Belle Cause pour la cause. On connaît évidemment cette journée à tous les ans, mais comment vous, comme chef d'unité à la psychiatrie, on dit tiens, on va cogner à la porte de Belle pour voir si on n'est pas capable d'aller chercher un peu d'argent? Alors, moi, c'est avec l'aide de la Fondation de l'hôpital du Haut-Richelieu, je suis allé rencontrer la directrice parce que j'avais des projets en tête, des projets d'amélioration pour l'unité. Puis, je suis allé rencontrer Mme Germain, j'ai parlé de mon projet, puis il m'a dit « Ah, bien, regarde, Sylvain, on pourrait justement faire appel à Belle Cause pour la cause, puis on va voir, on va envoyer notre demande, puis on va voir qu'est-ce qui va en être. » Comme on dit, on va tenter sa chance. On va tenter sa chance. C'est en plein ça. Et là, dans le fond, vous avez tenté votre chance en présentant un projet, parce que la façon que ça fonctionne, Belle Cause pour la cause finance non pas une unité ou un département, mais bien des projets spécifiques. Donc, quel est le projet que vous avez présenté? Nous, le projet, c'est un projet d'amélioration de notre département. On voulait améliorer une terrasse extérieure qui est à même le département. On voulait, suite à une expérience patient qu'on a eue, qu'on appelle, on a rencontré des patients qui sont venus nous parler de leur expérience, mettre en place, aménager un salon famille pour, justement, des patients qui pourraient recevoir leur famille à cet endroit-là. Et, bien, on voulait aussi faire un coin salon activité physique pour les patients parce qu'il n'y en a pas sur notre unité. Simple curiosité, c'est quoi le délai entre le moment où vous présentez le projet et Belle vous appelle pour dire « bien, c'est bien, on vous a sélectionné ». Le délai, il me semble que ça a pris à peu près peut-être 2 mois. Pas plus que ça. Puis, mais il me semble que rapide, ça a été assez rapide. OK. Il me semble qu'on a déposé ça à Mme Germain et il me semble qu'on a eu notre nouvelle assez rapidement, oui. Pourquoi avez-vous identifié ce genre d'aménagement? Terrasse extérieure, solarium, un coin dédié à l'activité physique, un salon réservé aux familles. En quoi ces éléments-là viennent aider les patients de l'unité de psychiatrie? OK. Pour la terrasse, il y a cette clientèle-là en santé mentale parfois pour des raisons de sécurité, selon leur pathologie ou quoi que ce soit, vont avoir des sorties limitées ou voire pas de sortie du tout, momentanément, pour un bout. Alors, nous, à l'unité du Cap-Nord, nous avons une terrasse extérieure. Donc, quand même, pour une personne, aller s'asseoir à l'extérieur, prendre l'air, voir le soleil un peu, c'est agréable et ça fait du bien. T'sais, au moral, c'est très important. Pour ce qui est du salon famille, suite à une expérience patient, donc on a reçu 2 patientes qui sont venues nous parler de leur expérience sur notre département, les points positifs, les points négatifs de leur expérience, de leur passage sur notre département. Et ces dames-là nous disaient que les familles, leurs enfants, ça les manque quand ils sont hospitalisés parce que les enfants ne peuvent pas venir sur notre unité en santé mentale. Donc, nous, on voudrait aménager un coin famille, un salon, causeuse, petite table, une lumière. Là. Puis, exemple, si la maman est hospitalisée, bien, la maman pourrait recevoir son conjoint, ses enfants, une demi-heure, 1 heure, puis le temps de voir ses enfants. Puis, je pense que c'est très, très, très légitime, cette demande-là. Est-ce que ce type d'aménagement existe
ailleurs au Québec, dans d'autres unités de psychiatrie. Est-ce que est-ce que c'est ça qui vous a un peu inspiré ou est-ce que vous avez déjà entendu parler des bienfaits d'un type d'aménagement sur votre clientèle? Bien, je ne sais pas si, sûrement qu'il y a des coins salons à quelque part, tu sais, mais nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on n'avait pas ça. Puis, il faut être sensible aux demandes des patients. Tu sais, quand une patiente exprime, bien, moi, ce qui m'a manqué, c'est ça, bien, tu sais, on va s'organiser pour leur fournir ces... Bien, en même temps, ce qui est intéressant, parce qu'on parle d'aménagement, mais même pour un patient qui relève d'un autre problème de santé physique, ça peut paraître banal, mais la couleur des murs ou l'aménagement des lieux fait partie aussi un peu du rétablissement, même quand on a un problème de santé physique. Or, quand on a un problème de santé mentale, on peut peut-être comprendre effectivement que l'aménagement des lieux peut peut-être jouer un rôle dans la durée peut-être du séjour à l'hôpital, durée d'hospitalisation. Absolument. Dans des facteurs positifs pour prôner la réhabilitation. Donc, ça fait partie du décor. Là. Oui. À la base du projet, mon idée, c'était ça. Moi, c'est d'essayer de procurer un environnement, une qualité de vie à ces patients-là. Et le bienfait de cet environnement-là fait en sorte que leur rétablissement va être plus rapide. Donc, les patients vont pouvoir se rétablir dans un milieu de vie où ils vont pouvoir faire de l'exercice, aller prendre l'air, voir leur famille. Puis tous ces plus-là pour le département vont faire en sorte que le rétablissement du patient va être positif. Bon. L'autre but également qui est intéressant aussi à démontrer là-dedans, et c'est drôle parce que dimanche dernier, l'autre dimanche, on en parlait, à Tout le monde en parle, mais c'était dans le cas de Sainte-Justine. Parfois, les gens pensent à tort que, bon, nos gouvernements financent les soins de santé. C'est vrai, évidemment, c'est la majorité des revenus. Oui. Mais parfois, un petit 20 000 ici, un petit 1 000 là, un 50 000 ici, un 100 000 là, vient faire toute la différence du monde. Et au fil du temps, les fondations se sont installées dans nos établissements. Et là, dans ce cas-ci, c'est la fondation qui a fait le pont avec Belle Cause pour la cause. Oui. Mais ça fait la démonstration pour le public que de l'argent récolté dans nos communautés, que ce soit via Belle ou d'autres types d'événements bénéfices, viennent évidemment aider des gestionnaires comme vous qui avez probablement des idées, mais parfois les budgets sont limités. Absolument. Moi, c'est sûr que toutes ces idées-là, là, ça représente beaucoup d'argent. Et bon, à chaque année, on a un budget limité et on le voit bien à chaque période, on fait nos budgets, puis on essaye, puis on arrive à l'équilibre budgétaire à la fin de l'année. Mais on arrive à l'équilibre qui est là. Si on a de l'extra à demander, bien, souvent, bien, moi, je vais me retourner vers les fondations qui sont là pour nous aider. Puis quand le projet a de l'allure, quand le projet a du sens, quand le projet est fait pour les patients, bien, c'est dur à refuser. Dans combien de temps ces aménagements, là, terrasse, solarium, activité physique, salon pour les familles, dans quel délai ça sera installé ou aménagé? Belle Cause pour la cause nous ont demandé vraiment 1 an. OK, vous avez 1 an pour faire. On a 1 an pour faire l'ensemble des projets. On va faire les achats, les aménagements et tout ça. Okay. Et dans 1 an, ça va être réalisé. Bon. Quelqu'un qui arrive au 4e étage de l'hôpital du Haut-Richelieu, ça ressemble à quoi? Ça a l'air de quoi aujourd'hui? Bon, certains vont dire, pour ceux qui y sont allés, bon, je pense que les portes sont verrouillées, c'est normal. Oui, ça, absolument. Oui. Mais une fois qu'on a franchi cette étape-là, quand on arrive au 4e, ça ressemble à quoi, ce département-là? Bien, ça va ressembler à un département de psychiatrie, mais à la base, ces départements-là étaient des départements de médecine. Oui. Donc, c'est un corridor, des chambres, absolument, mais un poste de garde. Oui, puis il y a de l'aménagement à faire pour que ça soit encore plus convivial, encore plus milieu de vie pour cette clientèle-là. Ça reste qu'à la base, ces hôpitaux-là, c'était des hôpitaux de médecine. Qui ont été bâtis, bon, dans ce cas-ci, une 40aine d'années, mais dans d'autres cas, c'est plus vieux. C'est plus vieux. Et on peut imaginer qu'il y a 40, 50, 60 ans, les départements de santé mentale n'étaient pas autant outillés ou développés qu'aujourd'hui. Exactement. En fait, il y avait moins de connaissances aussi. Exactement. Alors, nous, on va essayer d'améliorer ces départements-là
Ne serait-ce que la peinture, la décoration, la musique ambiante, tout ça va aider à la qualité de vie du patient qui circule sur ces unités-là. Bon, combien avez-vous de lits à l'unité de psychiatrie à l'hôpital du Richelieu? À l'hôpital du Richelieu, il y a le Cap-Nord qui a 28 lits et on a une unité d'évaluation transitoire de traitement de 10 lits qui fait un total de 38 lits. Bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui passent dans une année chez vous? On parle d'environ 1700 à 1800 patients qui vont passer à l'unité de santé mentale. Allant d'un court séjour à un plus long séjour, les Exactement. moyennes de séjour ressemblent à quoi? La durée moyenne de séjour va être à peu près de 19 à 20 jours pour l'unité du Cap-Nord. À l'unité d'évaluation transitoire de traitement, c'est beaucoup moindre parce qu'on parle de 1,5. C'est une unité d'évaluation, parce qu'on va prendre une décision suite aux évaluations du patient. Si le patient va vers l'unité de psychiatrie, s'il y a congé ou s'il reste là encore 24 heures pour une évaluation. Donc, lorsqu'un patient arrive chez vous à l'hôpital du Richelieu à l'urgence, il est rapidement... Dès qu'on suspecte un problème de santé mentale, oui. rapidement, quoi, le psychiatre de garde est appelé, il est évalué, oui. puis après ça, on décide de ce qu'on fait avec le patient. Oui. En fait, un patient qui arrive à l'urgence est toujours évalué par l'urgentologue. L'urgentologue, suite à son évaluation, va faire une demande de consultation en psychiatrie. Il va avoir une infirmière de liaison de jour qui va aller le voir, va l'évaluer. Il va en parler au psychiatre et le psychiatre va venir le voir et va décider, oui, OK, on va le garder. À ce moment-là, il va monter à l'unité d'évaluation transitoire de traitement. Si les patients arrivent de soir ou de nuit, là, à ce moment-là, dès qu'il y a une consultation en psychiatrie, le patient va s'en venir à l'UETT, qu'on appelle l'unité d'évaluation transitoire de traitement. Parce que c'est une unité où on a porte-barrée, personnel spécialisé en santé mentale. Alors, la sécurité du patient est prise rapidement en charge. Et puis, ce qui fait en sorte que la durée moyenne des séjours à l'hôpital du Richelieu pour un patient en santé mentale à l'urgence est d'environ 6 heures, chose que c'est excellent. Alors donc, 20 000 un don de Belle Cause pour améliorer l'aménagement de l'unité de psychiatrie de l'hôpital du Richelieu. Tout ça dans le but de favoriser évidemment un rétablissement plus rapide et plus digne, plus intéressant, plus respectueux également pour les patients. Donc, Sylvain Lachance, merci beaucoup. Merci, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle de l'impact du nouvel accord Canada, États-Unis, Mexique concernant nos producteurs laitiers ici même dans la région. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Samuel. Salut, ici l'homme masqué en remplacement d'Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de Celtics. Oui, avec David Sauvry. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec un magnifique chandail? Je remplace Alexandre Baudouin. Ah, OK. Non, je suis pas Alexandre Baudouin. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, on parlait de cette négociation pour un nouvel accord Canada, États-Unis, Mexique, et qui touche, et on le sait aujourd'hui, avec le résultat de cette entente, nos producteurs laitiers. On est une région qui, évidemment, est majoritairement agricole, avec beaucoup de producteurs laitiers. Donc, c'est important de voir et d'entendre le point de vue de ces gens-là. 4 invités pour en parler. D'abord, Guy Roy, administrateur aux producteurs de lait de la Montérégie-Ouest, également de la ferme Roysteen à Saint-Alexandre. Bonsoir à vous. Christian Cazard, qui est président de l'UPA, syndicat de l'UPA du Richelieu, ferme impériale de Noyant. Bonsoir. Bonsoir. Anna-Maria Martin, qui est productrice à la ferme Laurami à Henrieville. Bonsoir. De même que Johan Breton, qui représente un peu la relève avec la ferme N. Breton à Saint-Alexandre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci. En fait, la première question que j'ai envie de poser, c'est quoi les impacts?
Parce que c'est ça, dans le fond, la question fondamentale. C'est quoi les impacts sur les producteurs laitiers? Bien, un très gros impact, c'est la perte de production, donc une perte de revenus. C'est ça le plus gros impact qu'il y a. C'est la perte de revenus qu'on n'aura pas, donc c'est important. Bon. Là, par contre, de ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement a dit, bon, oui, c'est une entente globale, on a cédé ce morceau-là, mais s'il y avait eu l'entente Pacifique aussi, il y aurait eu des impacts similaires, mais de toute façon, on va les compenser. Quand le gouvernement vous dit, on va vous compenser, vous, ça vous dit quoi, ça? Bien, ça me dit comme si sa dernière ronde, la dernière fois qu'on a cédé, qu'il était supposé nous compenser avec un programme d'investissement qui n'a pas répondu pas en tout aux demandes des agriculteurs. La première journée, le programme était déjà plein. Donc, quand il dit qu'il va nous compenser, nous autres, on est un peu sceptiques à ce niveau-là. Puis on n'a rien de défini en cause quel genre de compensation qu'il pourrait nous offrir. C'est une compensation directement, une compensation versus des investissements en cours. On n'a aucune idée de ce que ça va être. Ils disent qu'ils vont former des tables de concertation pour voir qu'est-ce qu'on veut. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on voulait, c'est qu'ils n'en cèdent pas de droit de produit. C'est ça qu'on voulait, puis ils ne nous ont pas trop écoutés. Donc, on est assez nerveux à ce niveau-là. Parce que là, dans le fond, vous allez vous ramasser quoi, avec des stocks en trop ou des stocks que vous ne pourrez pas vendre? Vous allez être limité dans vos quotas? Bien, c'est sûr que là, depuis que le gouvernement Trudeau est en place, on a cédé à l'Union européenne, on a cédé au PTP, Transpacifique, puis là, on vient de céder avec l'ALENA. Donc, ça fait 9 de notre production, ça, total. C'est énorme, ça. Donc, c'est des pertes de revenus importantes, 9 là. Bon. Dans une économie locale, Christian Kayser, ça représente quoi comme impact dans une ville, une MRC, une région comme la nôtre? Mais on va commencer par le Québec. Dans le fond, les 3 accords qui ont finalisé depuis que le gouvernement Trudeau est là, c'est presque 10 de la production du Québec. Fait que c'est comme si tu enlevais la production de 500 fermes au Québec, t'éliminais. Puis tu n'as plus de croissance. Dans le fond, on a donné la croissance pour les prochains 10 ans. Puis là, ce que ça va faire comme impact, c'est que les producteurs laitiers, quand il y a de la croissance, comme que la population accroît puis que le monde boit plus de lait, habituellement, ils investissent, ils bâtissent des bâtiments, ils ont besoin d'agronomes, ils ont besoin de nouveaux équipements, ils ont besoin de machinerie. Ça roule l'économie complète. Et ces accords-là, ils vont avoir un impact sur la vitalité des régions qui sont surtout agricoles. Et c'est pas juste pour les producteurs laitiers, c'est l'agriculture au complet, parce que les producteurs de grains vendent leurs grains aux producteurs laitiers. Ça affecte tout le monde alentour en campagne. Ici, en Montérégie, le PIB généré par le secteur agricole, c'est de 1,12 milliard de dollars, puis on crée 15 000 emplois. Puis juste dans la MRC du Haut-Richelieu, on génère pour 285 millions de PIB, puis 60 millions proviennent des productions sous gestion de l'offre. Pensez-vous que vous serez dans l'obligation de couper 5 ou 10 de votre main-d'œuvre à ce moment-là? Est-ce qu'il y aura des pertes d'emploi, dans le fond? C'est un peu ça la question. Il va y avoir une perte d'emploi, surtout alentour, parce qu'il va manquer d'investissement. Et sur les fermes, il n'y aura pas... Il va y avoir des fermes qui vont disparaître pour que d'autres puissent continuer de grandir. Il y en a qui vont disparaître parce qu'il y en a qui ne verront pas un avenir pour leur relève. Avec le premier programme, il y a beaucoup de monde qui ont investi. Puis là, ils ont de la place de libre, mais là, on a donné la croissance des 10 prochaines années. Fait que le monde, ils investiront plus, ils n'achèteront pas de machinerie. Parlons des consommateurs. Parce que là, les consommateurs sont interpellés, on voit la première réaction, puis les gens, je pense, sont remplis de bonne foi. Ils disent hey, là, on ne va surtout pas acheter de lait américain. Mais là, comme consommateur, on s'en va à l'épicerie, et là, le monde, ils font comme OK, mais là, on fait quoi, nous autres, pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Puis même, on a vu passer des trucs sur Facebook qui n'étaient peut-être pas tous vrais. Il y a même des compagnies qui ont senti le besoin un peu de réaffirmer. Comment le consommateur va faire pour s'y retrouver, Mme Martin? C'est simple pour le consommateur. Ça a l'air compliqué, mais à la fois, c'est simple. Il y a un seul logo, c'est la vache bleue. C'est celui qui va certifier au consommateur que ça va être du lait 100% canadien, que ce soit le produit, un yogourt, une crème glacée.
c'est que tous les ingrédients laitiers qui entrent dedans dans la composition vont être certifiés qui sont 100% canadiens. J'ai amené le logo ici. Ça, c'était notre dernier logo qui avait été approuvé par nos transformateurs. Ils voulaient une modernisation de notre logo. Fait que c'est pour ça que la vache ressemble plus à un modèle d'affaires un peu plus moderne. Puis, on avait notre ancien logo ici. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Oui, c'est l'ancien la logo petite vache qu'on bleue reconnaît, oui, tout à fait. que les consommateurs encore aiment beaucoup quand même identifier. Fait que là, on les voit, que soit en bleu ou en noir, c'est les mêmes. Donc, et là, vous dites attention au faux logo canadien. Voilà. En fait, c'est que ce n'est pas un faux logo. Ça, c'est un logo d'une compagnie. Mais ce n'est pas une compagnie qui est 100% canadienne. C'est son propre logo à elle. Sauf que nous, c'est le nôtre, donc, il faut que les gens s'habituent à voir ça. Et dans le fond, pour se qualifier, pour qu'une entreprise se qualifie pour pouvoir utiliser le logo bleu en question, il doit quoi? Certifier qu'il utilise à 100% des produits canadiens? À 100% de produits laitiers qui rentrent dans son produit. Il n'y a pas d'autre option, c'est 100%. Que ce soit la protéine, la crème, le Et ça, lait. on le voit autant sur les pintes de lait, oui, fromage, sur le exactement. produit. Là. Exactement. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté. Puis, ce logo-là, en fait, représente, un peu comme pour le vin, un appel d'appellation contrôlée, qu'on dit d'origine contrôlée. C'est un peu l'équivalent, puis c'est une fierté, ce logo-là, parce que ça dit comment je produis mon lait ici. C'est plus que juste de reconnaître que c'est du lait 100% canadien, c'est de reconnaître comment je produis mon lait au Canada. C'est sûr que les gens, au début, peuvent être remplis de bonnes intentions, mais en même temps, la petite mère de famille qui est monoparentale, qui n'a pas beaucoup de sous, puis qui va avoir un produit à gauche qui va coûter moins cher que le produit à droite, même s'il est rempli de bonnes intentions, malheureusement, des fois, la personne va faire le choix économique plutôt que le choix de conviction. Effectivement, mais encore là, ce n'est pas encore prouvé que lorsqu'il va être rentré, qu'il va être vraiment beaucoup moins cher. Parce que ce qui va arriver, c'est que probablement la marge de profit, ça va être le transformateur qui va le garder. Il ne le refilera pas au consommateur. On sera une grande fierté de pouvoir le transmettre au consommateur parce que c'est notre but principal, c'est le consommateur. Donc, les produits laitiers américains ne sont pas nécessairement moins chers parce qu'ils sont ici. Là. Ils seront probablement moins chers. Le Fairlife, présentement, là, je n'ai pas les prix exacts du Fairlife, mais je sais que je l'ai vu passer, puis il était un peu plus cher que le Québon à égalité. Puis si on compare aussi un prix du lait à 1 litre canadien à celui de sans hormones aux États-Unis, le nôtre est vendu à 1,48 le litre, puis celui des États-Unis à 1,63 Fait que c'est une fausse croyance de penser que ça va être le consommateur qui va en bénéficier. Bon. Yvonne Breton, ça représente quoi pour la relève? Pour vous qui représentez cette relève-là, de voir que là, les règles du jeu viennent de changer. Je me mets quelqu'un qui dit, OK, moi, je veux prendre la relève de la ferme familiale, je veux m'investir dans ce domaine-là. Ça représente quoi pour les gens de la relève? On va se mettre en contexte, OK? Il y a 3 ans, j'ai été diplômé d'un diplôme d'études collégiales à Saint-Jean-sur-Richelieu au Cégep, gestion d'entreprise agricole. J'ai parti mon entreprise avec mon père, qui était déjà établi. C'était lui le propriétaire unique, avec ma mère. J'ai décidé de prendre la relève. On a décidé de se moderniser ensemble. On a investi, on a construit une nouvelle étable. On a tout changé nos façons de faire afin de s'améliorer, aller chercher le bien-être animal, puis évidemment d'améliorer notre production. Mais quand on a fait ça, il n'y avait aucune de ces ententes-là qui était signée. Aucune des 3 n'était faite. On parle dans début 2015. Aujourd'hui, je regarde ça, puis ça me désole. Ça me fait mal au cœur. Parce que, à long terme, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'avenir. Même si j'ai la passion, j'ai le feu, à tous les jours, j'aime me lever, travailler. J'aime ce que je fais. Puis je veux continuer là-dedans, mais là, en ce moment, c'est près de 10 là, qui est donné. C'est près de 10 de mon revenu que je n'ai pas pour la même production, le même travail que je fais. Moi, je me suis modernisé, j'ai des paiements à faire, là. J'ai une nouvelle bâtisse, j'ai de nouveaux équipements. Ma main-d'œuvre, ça me la prend la même, mais là,
On prend 10 de mon revenu, puis il disparaît, puis je peux rien faire pour ça. Là. Fait à long terme, pour moi, c'est vraiment de plus en plus difficile économiquement. Puis l'avenir de la production, je la vois moins. Là. J'ai moins le feu. Je veux y aller, là. Ouais. J'aime ça, j'aime ce que je fais, mais ça va vraiment être plus difficile. Là. Bon. Malgré ce qu'a pu dire les différents chefs de parti lors de l'élection du Québec et l'élection de M. Legault comme premier ministre, en même temps, c'est un accord fédéral qui est négocié avec le Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment irréversible? Est-ce qu'il y a encore des moyens de pression? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour éviter que ça se produise? C'est sûr à date, on a fait beaucoup de moyens de pression. On a été protesté devant l'emplacement de M. Trudeau au mois de septembre avec la relève agricole, l'appui à la relève. C'est sûr que les chefs provinciaux en élection, ils ont tous promis qu'ils n'assigneraient pas d'entente, mais ça, on va voir avec le temps. On continue à faire des pressions pour voir si on peut en gagner un peu. Mais je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Là. On aimerait que ça change, mais jusqu'où qu'on peut aller pour que ça change, je ne sais pas. Bon, le temps file rapidement. M. Kayser, comment vous voyez l'avenir à partir d'aujourd'hui? On espère qu'on va avoir un gouvernement fort qui va arrêter de céder, qui va compenser à la juste valeur de ce qui nous a enlevé. Puis c'est très, très difficile parce qu'il y a des cas, M. Breton, ils ont investi avant. Ouais. Il y a des gens en ce moment qui ont de la relève qui investiront pas, qui vont dire à leurs jeunes de faire quelque chose d'autre parce qu'ils ne voient pas d'avenir. Et ça, c'est très difficile à compenser, mais on espère avoir un gouvernement fort qui va arrêter de céder, qui va se tenir debout contre notre voisin, M. Trump, qui, avec des moyens malhonnêtes puis de différentes manières, affecte notre agriculture de grande manière. Madame Martin, avez-vous confiance aux consommateurs? J'ai extrêmement confiance. Je les sens en arrière de nous. Après ça, ce sera leur choix, évidemment, rendu à la tablette. Là. Mais je pense que nos consommateurs sont intelligents puis ils ont compris aussi l'enjeu du lait, que c'est plus que juste un enjeu d'une marque ou d'un autre. Fait que je crois qu'il va être avec nous. Yoann Breton, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire ou faire aujourd'hui pour vous recrinquer un peu? La meilleure chose, c'est que les consommateurs soient avec nous, c'est-à-dire d'encourager vraiment les produits locaux, d'aller chercher, comme Anna nous a présenté, les logos de produits laitiers canadiens. C'est la meilleure chose qui peut m'aider. À vous quatre, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On vous rappelle qu'à la fin octobre, et cette année, attention, c'est au Cégep Saint-Jean, c'est une nouvelle édition de Startup 54 Chrono, un bel événement pour encourager l'entrepreneuriat. Et on vous rappelle qu'il y a le Télébingo, toujours le dimanche matin, 9h30 en direct avec 4 000 $ en prix, tvhr9.com pour les détails. À demain. Bye-bye.